Voilà, bonjour à tous. D'abord, merci à Nathalie et à Alexandre d'avoir pris le défi d'organiser ce premier Baso Academy en Belgique francophone et d'avoir concocté un très beau programme qui me permet d'écouter des gens que je n'ai jamais écoutés. Ça m'a fait un grand plaisir. Voilà. Donc moi, je vais vous parler du traitement médicamenteux, surtout de l'obésité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actualités dans ce domaine. J'ai bien sûr quelques conflits d'intérêts qui sont essentiellement liés au fait que je participe à plusieurs études cliniques avec les firmes qui ont ces médicaments. Juste pour un petit rappel pour commencer, vous savez que le GLP-1 et ses dérivés dont nous allons bien sûr parler a été élu molécule de l'année en 2023 par le journal Science. Pour un petit rappel, ceux qui ne connaissent pas le GLP-1, c'est une hormone intestinale qu'on appelle une incrétine parce qu'elle potentialise la sécrétion d'insuline induite par le glucose. Et donc tout naturellement, on l'a utilisé d'abord dans le diabète sucré où elle stimule la sécrétion d'insuline et bloque la sécrétion de glucagon. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que cette molécule avait des effets intéressants pour nous parce qu'elle agit sur le cerveau où elle régule notre comportement alimentaire. Et donc cette molécule, au départ, et ses dérivés ont été utilisés dans le diabète sucré de type 2 et plus récemment dans l'obésité. Je vous montre ici des données déjà anciennes par des collègues hollandais qui montrent l'effet principal de ces molécules. Ici, c'est le liraglutide, donc le Saxenda. Les patients sont traités pendant un mois avec 1,8 ou 3, ça n'a pas tellement d'importance, et un placebo avant les 3 mois. Et on mesure lors d'un repas test différents paramètres, la satiété, la faim, la plénitude et le souhait de manger. Mais vous voyez que les patients en bleu qui ont reçu le médicament, eh bien, quelque part, une satiété plus élevée qui persiste plus longtemps, une faim moins importante qui réapparaît moins vite, une sensation de plénitude plus importante et qui diminue nettement moins vite. Donc, ce médicament agit essentiellement comme un agent rassasiant et satiétogène. Alors, comment agit-il si vous êtes intéressé? Eh bien, il y a beaucoup de controverses. En fait, on pense, comme je vous l'ai dit, que cette hormone en vert ici est produite essentiellement par l'intestin. Mais comme vous voyez, elle est produite également par le cerveau et j'y reviendrai par la suite. Qu'est-ce qui est important? L'intestinal ou le cérébral? Grosse question. Deuxième question, quand on voit l'intestinal, le vert, qui physiologiquement contribue à la sécrétion d'insuline et à réguler notre comportement alimentaire, il peut agir soit par voie endocrine pour atteindre le cerveau, l'hypothalamus, le noyau arqué, ou le tronc cérébral, le noyau de tractus solitaire, mais il peut également agir par des voies nerveuses, notamment le nerf vague. L'un est-il plus important que l'autre? Grosse discussion. Autre discussion, vous voyez, quand on injecte les analogues du GLP-1 que nous utilisons en pharmacologie, vous voyez qu'on a un effet qui va non seulement sur les différents organes de l'abdomen, mais également directement au niveau du cerveau, clairement par voie endocrine. Là, il y a encore une autre controverse. Est-ce que ces médicaments, tous, passent la barrière hémato-encéphalique? Si oui, sinon, dans quelle mesure? Donc, beaucoup de questions demeurent, même si on sait clairement l'effet satiétogène de ces médicaments. Alors, ces médicaments, initialement, ont été dérivés directement du GLP-1 parce qu'ils ont un effet sur la sécrétion d'insuline dans le diabète sucré de type 2. Rappelez-vous, ils ont également un effet sur notre appétit et probablement un effet encore mal connu sur l'athérosclérose, d'où le bénéfice démontré dans différentes pathologies. Le chef de file de ce médicament ici GLP analogue, c'est le liraglutide et plus récemment le semaglutide. L'industrie pharmaceutique n'en est pas restée là et a développé des molécules qu'on appelle des dual agonistes, qui agissent non seulement sur le récepteur au GLP-1, mais également sur le récepteur d'une autre incrétine qu'on appelle le GIP. Et vous voyez que le chef de file, c'est le tirzépatide, nous n'en avons pas encore dans notre pays. Ces molécules, celle-ci est plus puissante que l'autre sur la perte de poids, probablement parce qu'elle exerce un effet également sur le tissu adipeux, on pourra en rediscuter. Encore plus récemment, des firmes ont développé des triagonistes qui agissent sur le récepteur GLP-1, GIP, mais également le récepteur glucagon. Et là, l'effet est encore plus important sur la perte de poids, probablement parce qu'en plus de ces deux effets, sur l'appétit, sur le tissu adipeux, il existe un effet direct sur la dépense énergétique, probablement au niveau du foie. Donc clairement, on a des monoagonistes, des dualagonistes et des triagonistes. Alors, si on regarde dans les études les effets sur la perte de poids, je vous ai mis sur le poids, sur le diabète sucré, j'ai refait ces diapositives.
Ici, vous avez le sémaglutide pour l'obésité Wegovy, le tirzépatide pour l'obésité dans le futur Mounjaro. Vous voyez que peu importe les durées de traitement dans les études, je vous ai pris les chiffres en rouge qui sont les plus frappants. Le pourcentage d'individus qui va perdre 20% de son poids, 20% de son poids, hein, c'est beaucoup. Vous voyez 32% ici, 57% ici, 70% des patients arrivent à perdre 20% de leur poids. On retrouve un effet semblable chez les diabétiques, mais comme dans toutes ces études, les effets de perte pondérale sont beaucoup moins marqués chez les patients diabétiques de type 2. Ce médicament-ci est commercialisé, celui-ci sera probablement bientôt, celui-là est toujours en phase 2, là ce sont des phases 3. Outre les effets bénéfiques sur le poids, bien sûr, tous ces médicaments ont des effets bénéfiques sur les comorbidités. Bien sûr, le diabète sucré, rappelez-vous, ils ont été développés initialement pour cette pathologie, sur les maladies hépatiques, la graisse viscérale, le profil lipidique, les effets ne sont pas dramatiques, mais enfin voilà, un effet également modeste sur la tension artérielle. Tous ces éléments contribuaient à suggérer à des firmes de faire des études pour avoir des endpoints un peu plus solides que ces paramètres-là. Et je vous présente ici un résumé de Daniel Drucker qui vous montre, outre l'effet sur le diabète sucré, outre l'effet sur la perte de poids, on a pu montrer que chez des patients à risque de maladie cardiovasculaire, parce qu'ils avaient déjà développé une maladie, on voit une réduction des MACE, réduction de la mortalité cardiovasculaire, réduction des symptomatologies de l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas d'étude de mortalité là, et réduction de la maladie rénale chez les patients qui étaient diabétiques, c'est ce qu'on vous illustre ici à droite. Mais ces molécules sont également en investigation dans d'autres pathologies. Rappelez-vous, les récepteurs cérébraux au GLP-1, on a tout lieu de penser qu'il y aurait des effets bénéfiques dans le Parkinson, la maladie d'Alzheimer, bien sûr déjà montrer les maladies métaboliques. Et ce qui manque sur la diapositive, c'est la possibilité que ces médicaments aient un effet sur les addictions, notamment l'alcool, mais également d'autres addictions. Donc beaucoup d'études sont en cours avec cette catégorie de médicaments. Et il est fort probable que les analogues du GLP-1 que nous utilisons ont des effets différents du GLP-1 endogène que nous avons connu au début. Qui dit médicaments dit effets secondaires. Quels sont les effets secondaires principaux? De loin, les plus fréquents, mais les plus transitoires et les moins graves sont des effets digestifs, nausées, vomissements, plus rarement diarrhée et encore plus rarement constipation. On retrouve également des effets sur la vésicule, qui ne sont pas rares du tout, soit des coliques hépatiques, soit des cholécystites, soit parfois même des pancréatites biliaires. N'oubliez pas que quand vous évaluez un effet secondaire d'un médicament, toujours se poser la question, est-ce que c'est lié au médicament? Est-ce que s'il y a la pathologie de départ, l'obésité augmente les pancréatites par elle-même, augmente le cancer du pancréas? Est-ce que l'effet secondaire est lié à la perte de poids? Quand on perd du poids après chirurgie bariatrique, on fait des lithiases biliaires, c'est bien connu. N'oubliez pas aussi qu'il y a le risque relatif et le risque absolu. Tout récemment, vous savez qu'on a décrit des neuropathies optiques non ischémiques chez des patients qui recevaient ces médicaments. Le risque relatif est augmenté de 5 fois, de 10 fois, mais le risque absolu reste extrêmement faible. Toujours avoir en pensée ces critères-là. Parmi les autres effets secondaires, on retrouve des effets sur le tube digestif. On a décrit récemment des gastroparésies ou des ileus paralytiques qui pourraient avoir des conséquences lors d'une anesthésie générale ou lors d'une préparation colique pour une coloscopie. Ces effets secondaires semblent réels, mais de faible amplitude et en tous les cas, on n'a pas démontré des risques accrus d'aspiration gastrique, mais certaines recommandations d'anesthésistes suggèrent d'arrêter ces médicaments une semaine avant une intervention ou une gastroscopie ou une préparation colique. On retrouve probablement des effets sur le rein, mais ça c'est secondaire. C'est probablement lié à des vomissements qui engendrent des déshydratations. On a suggéré, c'est un registre français des cancers de thyroïde, mais ça n'a pas été confirmé. Le point d'interrogation ici de la rétinopathie vient du fait que l'Ozempic a été associé à un petit risque accru d'aggravation de rétinopathie diabétique chez des patients mal suivis au départ. Donc le risque n'a pas été étendu à l'obésité. Les risques qui sont peut-être mal connus à long terme, c'est peut-être le risque de sarcopénie. Et là, c'est peut-être pas un risque, c'est peut-être des effets bénéfiques. Il y a eu quelques études, mais qui venaient initialement d'Islande, qui ont alarmé sur un risque de suicide ou de tentative suicidaire. Toutes les études récentes n'ont pas confirmé ça. Certaines m'ont même déclaré un effet plutôt bénéfique de ce point de vue-là. Qui dit effet secondaire dit aussi contre-indications. Vous les connaissez, je n'insisterai pas. Celles-ci sont excessivement rares. La grossesse est loin d'être négligeable. Il faut arrêter quelque temps avant. On a appelé des pancréatites, des gastroparésies. Au niveau des parenchymes
comme le rein, le foie, les risques sont très très faibles et il faut descendre très 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 bas avant de voir des contre-indications pour ces médicaments. Le grand problème, c'est que, comme ça a été dit de nombreuses fois aujourd'hui, l'obésité est une maladie chronique. Donc, tant pour le sémaglutide que le tirzépatide, lorsque vous perdez du poids et que vous arrêtez le médicament, vous voyez, vous avez une reprise de poids. Et ça, c'est très, très important. Alors, il y a quelques années, j'étais fâché avec le CBP.be qui disait « médicament très intéressant, mal arrêt, on reprend du poids ». Est-ce que vous connaissez une statine ou un antihypertenseur où l'effet persiste dans le temps? Donc, il y a vraiment dans le corps médical, je suis désolé de le dire, une stigmatisation, une grossophobie qui fait en sorte qu'on pense qu'il y a un coup de baguette magique qui va tout arranger en une fois. Je crois que nous devons vraiment lutter contre ça et je suis désolé que le CBP.be ose écrire ça. Je trouve que c'est un affront pour tous nos patients. Voilà, je l'ai dit. Alors, un des grands problèmes, si le traitement doit être chronique, parce qu'il y a une reprise de poids potentielle, c'est comment va-t-on faire pour le remboursement de ces médicaments. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse aux États-Unis, parce que vous savez que ces médicaments coûtent plus cher aux États-Unis que chez nous, et donc les organismes assureurs se posent beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de débats. Je vous livre un peu mes réflexions personnelles. Soit pas de remboursement du tout. Ça pose quand même un gros problème parce que le grand risque, c'est que le produit soit utilisé par des gens qui en ont moins besoin et surtout pour des raisons cosmétiques. Est-ce que nous voulons ça en Belgique? Ça ne fait pas partie d'une justice sociale que nous cherchons à obtenir. Deuxième possibilité, soit un remboursement universel pour un BMI à 25 ou 30, bien sûr, pas en deçà. Là, je pense que ça pose un gros problème, c'est que c'est insoutenable pour la sécurité sociale. J'ai vu qu'aux États-Unis, on estime qu'il y a 44 millions de patients éligibles. Ils ont compté que si c'est remboursé, ça dépasse le coût de tous les autres médicaments associés. Donc, c'est pas tenable, ce sera pas tenable non plus en Belgique. Donc, il faut réfléchir un petit peu. Je n'ai pas de solution miracle. Je vous propose un peu, pas un algorithme, mais c'est une philosophie de départ, c'est de pouvoir sélectionner de bons candidats. Bons candidats comment? Alors, pas uniquement sur base du BMI. Alors le BMI, c'est très facile, mais depuis 10 ans, je me bats contre le BMI. C'est très intéressant sur le plan épidémiologique, mais pour un patient donné, le BMI, ça ne veut rien dire du tout quant à son risque de maladie cardiovasculaire. Donc je crois qu'on doit se baser sur les comorbidités ou des proxys de comorbidité, comme le périmètre abdominal. Si vous voulez les Vif Express, tout récemment, on a parlé d'indices de rondeur, ceux qui sont bien informés, le syndrome métabolique, les os, le syndrome d'apnée du sommeil, l'existence de cardiopathie ischémique, les maladies hépatiques. Donc tous ces facteurs-là, à mon avis, devraient rentrer dans l'équation. Évidemment, je vous présente ça comme une philosophie, c'est pas pratique sur une feuille pour les amis, pour le remboursement, vous imaginez, c'est déjà très long, il y aura 3 pages, c'est pas faisable. Mais je crois que c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Utiliser le médicament chez les patients qui ont un BMI élevé, on peut discuter, et qui ont des comorbidités dont les études cliniques ont montré un bon effet, une bonne réponse. Pour moi, si la société investit dans ces médicaments-là, elle est en droit d'avoir un return financier aussi. Ça me paraît un peu logique, quelque part. Vous voyez l'état de nos finances en Belgique, c'est pas très, très fameux. Autre point, à mon avis, d'attention, c'est l'identification précoce des non-répondeurs. Il y a des patients qui ne répondent pas, et vous avez peut-être remarqué, ceux qui les utilisent, que les femmes, en général, répondent mieux que les hommes. C'était une impression, et maintenant, ça a été confirmé dans plusieurs études. Donc, se baser non seulement sur la perte de poids, mais également l'effet sur les comorbidités. Donc, je crois que si vous faites perdre de la graisse viscérale, vous améliorez la stéatose hépatique, vous améliorez la tension artérielle, vous supprimez la CPAP, la société a gagné financièrement. Et ce point-là me paraît très important. Alors, j'ai entendu dire, et ça mérite, je peux me permettre de livrer quelques réflexions, que nous détournions ces médicaments-là qui étaient prévus pour des diabétiques à des patients qui ont une obésité. C'est un détournement. Est-ce que les cardiologues et les néphrologues qui utilisent les SGLT2 inhibiteurs détournent le médicament des patients diabétiques? Mais non, on a découvert un effet bénéfique pour nos patients. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est pas un détournement. Donc je vous livre quelques réflexions que j'ai entendues. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. On espère que ça ne durera pas trop longtemps. Il y a un problème de coût et de non-remboursement pour les patients en excès de poids. Mais là derrière se cache quelque chose de plus sournois dont on a déjà un petit peu parlé ce matin. Le problème de la non-reconnaissance de l'obésité comme une maladie. Le problème de la stigmatisation des patients d'obésité. Il n'y a qu'un. Véronique Beaulois l'a bien dit. Les médecins sont les premiers stigmatiseurs. Je suis désolé de le dire, en particulier certains chirurgiens, mais pas les chirurgiens bariatriques. Vous n'avez qu'à perdre 30 kilos et je vous mettrai une prothèse d'ange. Qu'est-ce que vous voulez que le pauvre patient,
il est ramené à la case départ. On lui dit, il n'y a qu'un. Vous n'y avez qu'à le faire. Stigmatisation, manque de formation des professionnels de santé et nutrition, malheureusement, en général, pas vous bien sûr. Et c'est un point important peut-être pour les plus anciens d'entre nous, une histoire catastrophique de tous les médicaments dans le passé pour l'obésité. Rappelez-vous l'isoméride, le pondéral encore avant, rappelez-vous le réductil, rappelez-vous la Complia. Tous ces médicaments, malheureusement, ont une évolution défavorable et ça reste quand même dans l'esprit de pas mal de médecins et je peux le comprendre. Mais les choses ont changé, bien heureusement. Dans le pipeline, beaucoup de nouveaux médicaments. Il y aura maintenant des dual agonistes avec le glucagon qui auront surtout un effet bénéfique sur les maladies hépatiques. Je vous ai parlé du triagoniste ici. Certaines firmes associent 2 médicaments, un agoniste du GLP-1 récepteur et un agoniste du récepteur de la myéline. Il y aura, alors là c'est très surprenant, on peut garder ça pour les questions, ça vous intéresse, mais certaines firmes développent un agoniste GLP-1 et un antagoniste du GIP. Pourquoi ça marche, c'est très surprenant, on en parlera. On pourrait imaginer des formes orales, soit de sémaglutide que vous connaissez, soit des firmes travaillent sur des glyprons, des petites molécules non peptidiques qui ne coûteraient pas cher du tout, qui permettraient d'obtenir une perte pondérale peut-être moins importante, mais utilisable au long cours pour le maintien du poids. Et je vous parlerai un petit peu de ce médicament par la suite. Le GDF15 est encore en cours d'expérimentation. Je voudrais, avant de clôturer vraiment cette présentation, parler de 2 autres produits. Un qui est déjà sur le marché, que vous connaissez probablement, qui est le Mycimba, qui agit directement, lui, sur le cerveau aussi. À nouveau, ce noyau arché, où en fait, il stimule la production de pro-opiomélaноcortine, qui va, comme vous savez, par clivage, libérer de l'alpha-MSH, qui va stimuler ce fameux récepteur MC4R et provoquer une diminution de l'appétit. En fait, dans le clivage de ce POM, il y a aussi une autre molécule qu'on appelle la bêta-endorphine qui exerce un rétrocontrôle négatif. Et donc, en fait, le médicament associe 2 choses, le bupropion qui va stimuler ici le POM et la naltrexone qui va bloquer le rétrocontrôle négatif. Et donc, de cette façon-là, vous exercez un effet. Alors, est-ce qu'il est anorexigène ou satiétogène? Je ne sais pas vous dire, mais quoi qu'il en soit, vous avez une perte de poids qui est relativement présente. Rappelez-vous quand même que la perte de poids ici est quand même moins importante que les analogues du GLP-1. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est les effets secondaires. L'expérience que j'en ai montre qu'il y a comme un peu plus d'effets secondaires, pas chez tous les patients, mais des effets secondaires différents. On ne parle plus tellement d'effets secondaires digestifs ici, on parle plutôt de phénomènes nerveux. Donc ça ressemble un petit peu à certains points de vue, je suis prudent, aux effets secondaires du réductil pour ceux qui l'ont utilisé, des problèmes de tremblement, de vertige, de maux de tête, insomnie et anxiété. Donc voilà, peut-être plus prudent avec ce médicament-là qu'avec d'autres, et en tous les cas, une meilleure sélection, j'y reviendrai dans la suite. L'utilisation, je vous montre ici quelques contre-indications. Pour moi, ces 2-ci sont les plus importantes un peu dans ma pratique. Des médicaments contre-indiqués, mais quand même pas très, très utilisés. Les antidépresseurs ne sont pas contre-indiqués. Quelques interactions médicamenteuses, mais plus théoriques que pratiques. Et une utilisation pratique où on commence progressivement en fonction de la tolérance. Alors, j'ai été très impressionné par une étude qui a déjà quelques années, qui nous vient de collègues de la Mayo Clinic aux États-Unis, où en fait, ils ont réparti leurs patients selon le type de comportement alimentaire. Vous avez les patients qui ont hungry burn, ça veut dire qui ne sont pas rassasiés après un repas. Ceux qui ont un hungry gut, ça veut dire ceux où la satiété ne perdure pas. Ceux qui ont des emotional hunger, c'est emotional eating, on dit plutôt en anglais, si je peux dire. Et ceux qui ont des faibles dépenses énergétiques. Si vous donnez un médicament, soit les GLP analogues, soit le Mycimba, un peu à pouf comme ça, voilà un peu la perte de poids que vous observez. Si par contre vous tenez compte du comportement alimentaire, vous voyez la perte de poids en général est meilleure. Donc je crois que dans l'avenir, nous aurons un choix de différents médicaments et selon le type de comportement alimentaire, mais aussi les comorbidités, on pourra choisir différents médicaments. Donc ça c'est pour l'avenir et j'espère qu'il sera brillant, mais j'en suis convaincu. Je voudrais juste terminer par quelque chose de tout neuf, tout chaud. Vous savez qu'il y a à côté des obésités que nous voyons, qui sont pour la vaste majorité des obésités que nous disons polygéniques, il existe des obésités génétiques, et Véronique Beaulois connaît très très bien ça. On y pense, m'a-t-elle dit, vu que je ne suis pas pédiatre, quand il y a une hyperphagie importante et un début précoce. Beaucoup de patients pensent que l'obésité est génétique quand on ne mange pas. Docteur, je prends du poids mais je ne mange rien, donc c'est génétique. Non, la majorité des obésités franchement génétiques, les patients mangent beaucoup. La génétique explique leur comportement alimentaire,
pas le fait qu'ils prennent du poids sans manger. Hein, voilà. Alors, je vous donne pas les autres critères quand on peut y penser, c'est relativement rare, mais enfin voilà un peu à quoi penser. Il y a des développements récents. Il y a des développements récents, c'est le 7-mélanotide qui va probablement arriver en Belgique et qui sera probablement remboursé dans des indications bien sélectionnées. On parle soit d'obésité monogénique, soit d'obésité syndromique. Donc on est dans le rare, voire l'extrêmement rare. Vous savez que l'obésité syndromique la plus fréquente, Véronique me contredira si nécessaire, c'est le Prader-Willi. Et malheureusement, ça ne concerne pas ces patients-là. Ça concerne des patients qui ont soit des obésités monogéniques, des déficiences du récepteur à la leptine, très rares, jamais vues. Surtout les patients qui ont des déficiences du POM, je vous en ai parlé. Donc POM qui va donner le MSH. Et en fait, cette molécule est un agoniste du récepteur au MC4R. Donc elle mime l'effet du MSH. Donc quelque part, elle va inhiber notre comportement alimentaire. PCSK, c'est moins important. Et ce qui, moi, à titre personnel, m'intéresse plus, c'est le bénéfice que pourraient obtenir mes patients que je suis avec la maladie de Bardet-Biedl, que vous connaissez probablement. 3 choses, cécité, polydactylie, obésité. Voilà. Donc c'est pas fréquent, mais en Belgique, on estime qu'il y en a quand même 25 à 50. Voilà. Donc ces patients sont souvent vus par les pédiatres qui nous font le diagnostic. Donc je n'ai aucun mérite dans le diagnostic, Véronique. Mais donc ces patients-là, continuent à l'âge adulte et ont un cortège de comorbidités, un peu de toutes sortes, qui intéressent beaucoup forcément les endocrinologues. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Le plus fréquent, c'est l'hyperpigmentation. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, ces molécules stimulent aussi le récepteur, la mélanocortine, au niveau de la peau, et donc les gens sont bronzés. C'est réversible d'après la firme, des petits effets secondaires digestifs et des problèmes d'érection. Alors ne me demandez pas le mécanisme, mais apparemment, ça peut provoquer des érections. Donc, je penserai à mes patients qui vont recevoir ce médicament-là. Donc, le médicament agit, en fait, en mimant l'alpha-MSH sur ce fameux récepteur MC4R. Le médicament sera apparemment remboursé fin d'année ou début de l'année prochaine chez ces patients-là. Et on parle d'un tout petit nombre en Belgique, mais enfin, c'est quand même un espoir que d'autres modes d'obésité syndromique trouvent un jour un traitement tout à fait adéquat. Je voudrais terminer, je pense que je n'ai pas dépassé mon temps, par quelques réflexions. Alors, les premières, je vous en ai déjà parlé, c'est le problème de coût et de remboursement. Je vous ai donné quelques pistes un peu vers quoi on devrait aller, sachant que j'ai parlé plutôt de théorie et qu'en pratique, ce ne sera peut-être pas aussi bien, mais voilà, on doit aller vers là. Je vous ai parlé d'une certaine justice sociale dans les prescriptions de ce médicament-là et dans le remboursement. Je vous ai parlé de la durée du traitement à vie, et ça, c'est un énorme problème. Ceci dit, l'avenir me paraît rayonnant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait imaginer un traitement injectable coûteux au début, puis un maintien du poids par des petites molécules comme des glyprons qui coûteront très probablement moins cher, parce qu'elles sont moins chères fabriquées et quelque part, il y a une telle concurrence dans le domaine que les firmes devront baisser leur prix. Enfin, le problème des bons et des mauvais répondeurs, les hommes répondent en général moins bien, et quelques anecdotes, j'ai remarqué que des patients hypogonades répondent encore moins bien. Je n'ai pas l'explication, mais voilà, c'est quelques patients bien sûr. Donc il y a des gens qui ne répondent pas. Ceci dit, à nouveau, je ne m'inquiète pas trop. L'expérience que j'ai, c'est avec des GLP-1 purs. On pourrait imaginer que des bioagonistes ou des triagonistes permettent une bonne perte de poids chez ceux qui étaient résistants au premier. Donc, je ne suis pas trop inquiet. On trouvera des réponses pour les non-répondeurs. Chose qui va intéresser les diététiciennes. Est-ce qu'avec ce traitement, on ne risque pas de voir nos patients abandonner le traitement diététique? Et ça, c'est une de mes craintes. Ceci dit, je crois que oui, c'est une de mes craintes. Pourquoi? Je participe à des études, les patients perdent 10-20 kilos. Ils disent, maintenant, je sais, docteur, ce que je dois manger. L'étude s'arrête. Docteur, je remange comme avant et je reprends du poids. Donc, ça veut dire quoi? Que ça reste très, très difficile. À partir du moment où vous perdez du poids plus facilement grâce aux médicaments, je n'ai pas dit facilement, mais plus facilement, il y a un risque, effectivement, à long terme, d'abandonner ce traitement, surtout si le traitement médicamenteux s'arrête. Et c'est le cas à l'heure actuelle, vu le coût. Autant les patients sont prêts à payer pour perdre du poids, autant ils commencent à renacler lorsqu'il s'agit de maintenir le poids. C'est un peu logique. Autre problème, est-ce qu'on ne risque pas d'abandonner la prévention primaire de l'obésité? S'il y a un exposé qui manque au cours de l'obésité académie, ce n'est pas une critique, c'est comment prévenir l'obésité. C'est une maladie qui se prévient assez facilement et qui se traite quand même assez difficilement, même si la chirurgie donne d'excellents résultats. Pensez au HIV. Depuis qu'on a des traitements comme le HIV, il n'y a plus beaucoup de firmes qui investissent dans les vaccins.
et plus beaucoup de gens qui se protègent, parce qu'on dit on a un traitement. Donc, qui dit traitement efficace, dit peut-être moins de prévention. Ça me paraît pas une bonne chose. Autre réflexion, est-ce qu'on ne risque pas d'abandonner les principes d'une alimentation saine? Bien manger, c'est pas simplement prévenir l'obésité, c'est aussi prévenir le cancer, hein. Et donc, ça me paraît important. Les charcuteries, ça augmente le cancer colique. Si je mange des charcuteries et que je ne prends pas du poids parce que je prends un GLP-1, j'augmente quand même mon risque de cancer. Donc ça, c'est un point important aussi. Un autre point, voilà, est-ce que nous avons une idée des effets à très long terme? Si le médicament est prescrit très longtemps, on risque d'avoir des effets secondaires que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Pensez qu'il nous a fallu, je pense, 20 ans pour que nous sachions que les statines augmentent un tout petit peu le risque de diabète sucré. Donc, il faudra peut-être longtemps pour voir certains effets secondaires. Et un effet secondaire qui me préoccupe surtout, c'est la sarcopénie. Pourquoi? Parce que si les patients perdent du poids avec ce médicament, ils perdent un peu de muscle. Mais chaque fois qu'ils vont regagner du gras et jamais de muscle. Malheureusement, malgré les conseils de notre bon kiné, qui est je ne sais pas où. Voilà, donc c'est un énorme problème, hein. C'est un problème, on regagne facilement du gras et très difficilement du muscle, surtout lorsqu'on vieillit. Je parle par expérience. Alors, quelle sera la place de ces médicaments par rapport à la chirurgie? Rappelez-vous, les triagonistes, on arrive à des pertes de poids de l'ordre de 25%. C'est presque comme la chirurgie. Alors, il y a tout un débat, le coût, les effets secondaires, c'est vrai, mais on arrive à des pertes de poids comme on n'avait jamais vu précédemment. Donc, il va falloir un peu réinventer toute une série de choses. Enfin, le dernier point, et ça, c'est un peu le chercheur qui parle, est-ce qu'on ne va pas réduire les moyens de recherche sur l'éthiopathogénie de l'obésité? Maintenant qu'on sait la traiter, pourquoi encore aller chercher? Pourquoi on dit obèse, hein? Voilà. Donc voilà, toutes les réflexions que je voulais vous livrer. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette excellente présentation, comme toujours. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Michel. Les agonistes ne sont pas impliqués dans les données de par défaut d'efficacité. Alors, ce que la firme a fait d'abord dans un premier temps, c'est de tester les patients que je vous ai dit, où il y aura un remboursement, et de tester un groupe d'obésité monogénique relativement important, qui sont les patients qui ont des mutations du récepteur de type 4 à la melanocortine. Et là, les résultats sont très mitigés. Pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est le récepteur qui est muté, dans certains cas, c'est la voie de traduction qui est mutée, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, probablement qu'ils ne vont pas étudier ça dans les obésités polygéniques. D'autant qu'à nouveau, là, il y aura un problème de coût, parce qu'on parlera d'un coût, je n'ai pas d'idée, mais probablement beaucoup plus important que les GLP-1 que nous avons. Donc, ça a été testé avec un certain succès dans ces patients-là, surtout les pommes. Là, les pertes de poids sont importantes. Je pense qu'il y a 80% des patients qui perdent plus de 10% de leur poids. Dans les barres des bidelles, je pense qu'il n'y a que 35% des patients qui perdent plus de 10% de poids. Donc, ce n'est pas encore miraculeux, mais quand on n'a rien, petit, c'est déjà quelque chose. Mais donc, dans les obésités polygéniques, il y a peu de chances qu'ils se lancent dedans. Oui. Quel est l'effet de la semaglutide chez des patients qui ont un gastric bypass? Alors, je n'en ai pas beaucoup d'expérience, mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit moins efficace, hein. Ceci dit, n'oubliez pas que, et mon confrère chirurgien le confirmera, il y a de plus en plus de patients qui ont 2, voire 3 interventions de chirurgie bariatrique, et on s'aperçoit que la seconde est toujours moins efficace que si elle avait été faite en première intention. Donc, je peux imaginer que la réponse au semaglutide chez un patient qui a déjà eu un bypass sera un peu moins importante. Mais il y a des études qui ont été faites qui montrent un effet, mais probablement qu'il sera moins que celui qu'on peut attendre par rapport aux études que j'ai montrées. Ceci dit, il y a des patients qui perdent de façon importante, hein. Nous sommes samedi, jeudi, je vois un patient qui a perdu 20 kilos avec des doses qui ne sont pas maximales. Donc, il y a des patients qui répondent très fort et d'autres pas beaucoup, hein. Alors, il y a des études qui montrent que les variants génétiques du récepteur peuvent jouer, le microbiote pourrait jouer. Enfin, voilà, c'est encore en cours d'investigation. Mais pourquoi pas? On pourrait se dire que si la société a investi pour payer la chirurgie bariatrique à un patient, qu'il est logique que nous poursuivions tout traitement qui va permettre d'atteindre l'objectif, pour peu que l'indication de chirurgie bariatrique a été bien posée.
Voilà, me semble-t-il. D'autres. Est-ce que comment sont suivis les patients? Parce que souvent, parce que là, je dis, on faisait la maladie, on progressive en 24 mois, souvent, et on ne se fait pas aussi Heureusement. Vous d'opérer. Ouais. On essaye, hein. Alors, ils ont un gros support lifestyle pendant l'étude, après beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Et je pense que l'expérience montre, malheureusement, hein, la nature humaine est ainsi faite que beaucoup de patients pensent qu'avec mes traitements, ils ont perdu du poids, mais qu'une grande partie du mérite leur appartient, en disant « j'ai bien compris maintenant ce que je dois manger, je mange beaucoup moins ». Et après, de façon subreptice, progressivement, ils ne se rendent pas compte, mais ils remangent plus et reprennent du poids. Je pense que l'obésité se traite difficilement et se prévient facilement. Donc, vous savez qu'il y a cette théorie du pondérostat. Quand on a eu un excès de poids dans le passé, il y a quelque chose qui se passe où je n'en sais rien, probablement par des mécanismes épigénétiques qui vont tout le temps tendance à nous ramener à ce poids-là. Ça m'a fort frappé il y a déjà de nombreuses années chez les femmes qui prennent beaucoup de poids dans leur grossesse, même si elles ont un poids normal avant, même si elles ont un poids normal après, sont à risque plus tard. Un peu comme le diabète gestationnel, hein, finalement. Hein. Donc, malheureusement, comme si avoir pris du poids, engrammer quelque chose, est-ce que c'est dans l'hypothalamus? Voilà, je ne sais pas où. Hein. Dans le tissu adipeux, oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait des carences nutritionnelles qui vont être spécifiques chez les patients qui suivent ces traitements-là, pour peu que leur alimentation reste par ailleurs équilibrée. Contrairement à la chirurgie bariatrique, je n'ai pas vu des carences particulières qui apparaissaient. Il faut dire quand même qu'ils sont moins bien suivis en termes de bilan biologique que les patients, mais c'est clair que je pense surtout, quand on aura des molécules très puissantes comme les triagonistes, je pense surtout être très vigilant à la perte de masse musculaire. C'est plus ça qui m'inquiète, me disant qu'une carence nutritionnelle, je pourrais toujours facilement la corriger, pratiquement toujours, que la perte de masse musculaire, une fois que c'est perdu, j'aurais bien de grosses difficultés à la restaurer. Hein. C'est plus ça qui m'effraierait à long terme. Oui, c'est vrai. Dans un monde idéal, oui, c'est vrai. Mais les patients vous diront le médicament est remboursé, pas l'activité physique. Il y a toujours ce problème-là. Hein. C'est pas, vous connaissez, c'est pas toujours facile. Hein. Entre la théorie et la pratique, entre ce qu'on voudrait et ce qu'on peut. Oui. Ben, je vous ai dit, hein, moi je ferai une espèce de remboursement sélectif en fonction de différents critères. Le BMI devrait rentrer en ligne de compte, mais certainement pas le seul paramètre. Je tiendrai surtout compte des comorbidités dont on a montré que le médicament avait un effet favorable. Autrement dit, je suis désolé, mais un vrai financier, je me dis j'investis, il faut que la société ait un retour financier. Et je pense que tout le monde est gagnant, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de remboursement du tout. Hein, voilà. Alors le tout, où va-t-on mettre la barre en termes de BMI? Je n'en sais rien, ça. Ouais. Ça, je pense que c'est des grands calculs que les politiciens le feront faire. Merci. Dernière question, alors, OK. Oui, merci. Vous êtes de la firme, alors, j'imagine. Oui. Non, c'est très bien. Mais bon, on parle d'une maladie rare. Et je ne sais pas les évaluations que vous avez, mais je pense qu'en Belgique, on parle maximum de 50 patients. Hein. Oui, mais Luxembourg est plus petit. Puis ils viennent se faire soigner en Belgique.